Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui avec Bruno Chrétien, que vous connaissez bien. Il est à la fois le président de l'Institut de la protection sociale et le fondateur de Factoriel, qui est une société spécialisée dans les logiciels et dans la formation à tout ce qui concerne la retraite, la prévoyance, les rémunérations des dirigeants. Bruno, je vous salue avec le respect qu'on doit aux experts en général et aux amis en particulier. Merci Guy. Alors, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui concerne de très nombreuses TPE et quelquefois des PME, c'est le statut social des conjoints. Et vous allez nous montrer qu'il est urgent de ne plus attendre pour s'en préoccuper. Pour entrer dans le vif du sujet, on va découvrir le chiffre du jour. Alors, ce chiffre du jour, il va s'afficher sur notre écran, 89%. Expliquez-nous. 89%, eh bien, c'est le nombre de bénéficiaires de la pension de réversion qui sont des femmes, tout simplement. Parce qu'en fait, la réversion, ce sont les femmes qui la perçoivent dans leur immense majorité, car nos femmes nous survivent en réalité. Oui, alors ça veut dire que dans la plupart des cas, effectivement, les hommes décèdent avant leur conjointe. Jusque-là, rien de très nouveau sur le fond des statistiques. Mais j'imagine que si vous avez choisi ce chiffre, c'est qu'il y a des problématiques liées à cette pension de réversion. Est-ce que, par exemple, tous les conjoints sont classés à la même enseigne ? Et non, c'est tout le problème. D'ailleurs, quand on parle de conjoint, de quoi parlons-nous ? L'expression, le statut du conjoint, la pension de réversion du conjoint. Mais en réalité, on a trois situations bien particulières qui sont les conjoints, les gens mariés, civilement s'entend, les personnes qui sont pacsées, et puis les personnes qui sont en concubinage, qui sont unies sans aucun lien juridique. Alors, si on reprend dans l'ordre, les mariés. Alors, les mariés ont le droit, effectivement, à la pension de réversion, et c'est logique, parce qu'un mariage, c'est quelque chose qui se finit toujours mal, soit par un divorce, soit par un décès. Ah oui, vu comme ça, vous nous remontez le moral. C'est clair, le jour où je me suis marié, c'est pas ce que je pensais, mais tout jeune marié devrait penser à ça. Le mariage n'annonce rien de bon. Bon, on en reparlera. Ça, c'est la situation des mariés, ils ont droit à la pension de réversion. Exactement. Concubinage. Alors le concubinage, rien. Puisqu'il n'y a pas de lien juridique. En fait, ce qui est le fondement finalement de la pension de réversion, c'est l'obligation alimentaire. Et donc ce qui fait effectivement pension de réversion en cas de décès, prestation compensatoire en cas de divorce. Il n'y a pas de lien, il n'y a rien. Le PACS ? Le PACS non plus, puisque le PACS, on sait que historiquement, ce fut un dispositif qui fut imaginé en réalité pour les couples homosexuels, avant le mariage pour tous, mais le PACS donc, ne prévoit pas cette pension de réversion. Ça fait partie des revendications d'ailleurs d'un certain nombre d'organisations, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas, donc dans le cas d'un PACS, il n'y a pas de pension de réversion. Donc, première distinction, la nature du lien qui unit les deux personnes. Exactement. Deuxième distinction, peut-être un peu moins connue, c'est le statut professionnel, c'est ça ? Alors, le statut professionnel, puisque, en fait, au niveau de la réversion, les choses ne sont pas calibrées de la même manière. On va avoir schématiquement trois catégories. On a les fonctionnaires. Alors, les fonctionnaires, vous savez qu'ils n'ont pas de régime de base et complémentaire retraite, ils n'ont qu'un seul régime. Et dans le cadre de ce régime, en fait, le dispositif qui existe fait qu'il y a un transfert de droits. C'est-à-dire que si le fonctionnaire A va avoir cotisé et touche une pension de retraite 2 fois supérieure au fonctionnaire B, la pension de réversion sera proratisée, c'est 50% dans le cas des fonctionnaires, eh bien, le conjoint de B aura 2 fois moins que le conjoint de A. Dans le cadre des salariés du privé et dans le cadre, en même temps, des libéraux, les experts comptables, c'est tout à fait comme ça que ça fonctionne. On a 2 dispositifs, je vais essayer de faire simple. On a la base où il y a une condition de ressources. Cette condition de ressources, c'est à peu près de ne pas dépasser 20 000 euros par an, donc oui, c'est extrêmement faible. En revanche, la pension de réversion du régime complémentaire, elle est servie en prorata, 60% par exemple, dans le cas des experts comptables ou des salariés du privé. Puis alors, à l'extrême, on a les artisans commerçants. Alors, ils ont tout faux, puisque en base et en complémentaire, la pension de réversion est soumise à condition de ressources. Donc on voit bien qu'on est sur un dispositif qui est finalement extrêmement préjudiciable pour certaines catégories et pas pour d'autres. Alors, ça c'est la question très particulière de la pension de réversion. On voit qu'elle est très importante évidemment, mais au-delà, en quoi le statut du conjoint qui participe à l'activité est une problématique qui revient aujourd'hui, plus qu'hier, au devant de la scène. Pourquoi ? Alors, c'est un long chemin, en quelque sorte. Je ne dirais pas que c'est une longue marche, mais c'est un petit peu ça, puisqu'il fut une époque où le conjoint pouvait exercer sans statut. Et le dispositif n'existait pas, il n'y avait pas de conjoint collaborateur. Moi, j'ai connu, quand j'étais directeur de caisse de retraite, de commerçant, une époque où c'est quand madame arrive à la retraite
qu'elle augmentait les droits de monsieur. Une époque, vous imaginez ce que ça susciterait sur les plateaux aujourd'hui. Autre époque, autre culture. Et donc, progressivement, on va durcir les conditions, ou les améliorer, ça dépend de quel sens on se place, pour faire que le conjoint qui participe, souvent madame, puisse bénéficier d'un statut. On aboutira à la loi Dutreil. C'est 2005. En 2005, voilà, c'est 2005. Alors, comme toujours, il y a ce qu'on raconte pour endormir les enfants, puis la réalité, quoi. Alors, les enfants que nous sommes tous, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement qu'au niveau de ce dispositif, on a imaginé de dire, bien maintenant, tous les conjoints doivent avoir un statut. Salarié, associé, conjoint, collaborateur, peu importe. Il y avait cette motivation, mais il y avait aussi une autre motivation qui était le fait d'empêcher le travail dissimulé. Donc voilà un petit peu l'approche qui a fait qu'on a bougé, et avec le plan indépendant, on aura un nouveau changement. Alors voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça, c'était la loi Dutreil qui date de 2005, mais depuis, les choses ont bougé. Le président de la République a poussé en 2021 une évolution, et c'est de cette évolution dont on va parler. Exactement, puisque finalement, on va continuer dans cette idée de toujours, en quelque sorte, durcir les conditions pour que finalement tout travail effectué, même s'il est un petit peu secondaire, même s'il est marginal, entraîne affiliation et donc paiement de cotisation. Il faut déclarer cette activité. Il faut déclarer, il faut payer. On verra que, d'ailleurs, tous ne déclarent pas, hein, évidemment. Mais qu'est-ce qui a changé ? Donc, il faut avoir à l'esprit que Emmanuel Macron, donc, on est le 16 septembre 2021, donc on est avant la campagne présidentielle, puisque les mesures sociales s'expliquent aussi par un contexte, je dirais, politique, évidemment. Ça aboutira au fameux plan indépendant, et donc, pour ce qui nous intéresse, au début de l'année 2022. Donc l'idée, c'est d'améliorer la situation, et notamment des conjoints. Alors, ça va se traduire par le fait que toute personne exerçant a l'obligation d'avoir un statut, qu'il soit marié, il n'y a pas très neuf, ça existait déjà, qu'il soit pacsé, c'était déjà le cas, mais on va ouvrir également aux concubins. Ce qui pose des problèmes de reconnaissance de cette situation, oui, notamment en cas de séparation du concubin. Et puis... autre nouveauté, ce statut du conjoint collaborateur, il est désormais limité dans le temps. Ah voilà, ça c'est assez étonnant. Ça fait très 1984 avec George Orwell, vous savez, avec le principe de la novlangue, je te dis l'inverse en gros de la réalité. On dit, on veut encourager à souscrire le statut de conjoint collaborateur, et en même temps, ce statut de conjoint collaborateur, on le réduit dans la durée, sans aucune raison en réalité. Hein. Bon, la vraie raison, c'est qu'il faut bien voir qu'il y a des forces qui sont à l'œuvre derrière, notamment l'administration, qui ne rêve que d'une chose, c'est d'avoir un seul statut, plus statut pour la CAVEC, plus statut pour les artisans commerçants, plus statut pour les médecins, tout le monde pareil. Et donc, l'idée, c'est d'amener tout le monde vers le statut salarié. Mais effectivement, c'est une des innovations, puisqu'on a l'obligation maintenant d'avoir ce statut qui soit, en quelque sorte, voilà, je suis conjoint collaborateur, mais au bout de 5 ans, ma caisse obligatoire me reversera en quelque sorte dans le statut salarié. Donc, soit je divorce et je me remarie, soit je change tout simplement. Ah, il faut optimiser. Alors après, il y a des questions liées aussi aux cotisations, aux assiettes de cotisation. Oui, parce qu'on aime bien les trucs un peu compliqués chez nous. Alors des fois, on fait des grandes mesures de simplification. Ça me fait toujours assez rire. Hein. C'est quand même le Titanic cool, mais on va changer la nappe sur les tables où on sert le repas. Vous voyez, où on va changer l'équipe qui fait les instruments de musique, qui fait la musique avec l'orchestre. Pour être sérieux, on va effectivement se dire, on va simplifier la règle de calcul. On avait 5 assiettes. Alors je ne rentre pas dans le détail avec partage, sans partage et autres. On a 5 assiettes, on n'en aura plus que 3. Bon, c'est pas la révolution du siècle, mais c'est un petit aménagement. Est-ce qu'il existe des chiffres, et vous en parliez tout à l'heure, sur le nombre de conjoints ou de partenaires qui n'auraient pas encore aujourd'hui de statut social, qui ne se seraient pas déclarés ? Voilà. Alors c'est compliqué parce qu'évidemment, c'est comme le black. Hein, certains en rêvent, d'autres le pratiquent, mais on ne sait jamais exactement ce que ça représente de manière très précise, ce qui est logique. On estime qu'on est de l'ordre de 28 à 32-33%. Les enquêtes indiquent ces ordres de grandeur. Donc on va dire qu'il y a en gros un petit tiers. Et on l'explique comment ? C'est de la négligence ou c'est une volonté ? Je pense qu'il y a 2 choses, il y a 2 raisons. Il y a à la fois de la négligence. Hein, pourquoi effectivement cotiser, on n'est pas obligé de le faire, c'est compliqué, il faut se déclarer, même s'il y a l'obligation, on ne le dit pas. On peut aussi avoir des situations où, par exemple, monsieur débute son activité et madame, par exemple, est licenciée ou prend une orientation professionnelle et va le rejoindre quelques années après. Bon, est-ce qu'on y pense ? Non, on n'y pense pas nécessairement. Et puis, il y a aussi la volonté de payer moins de charges. Hein. Il faut quand même avoir à l'esprit que dans beaucoup d'activités, on est souvent sur les petites activités. Hein. Le conjoint, au sens large du terme, hein, il exerce plutôt avec un entrepreneur individuel. On peut le voir chez les libéraux, mais c'est moins fréquent. Et on a quand même des gens, par exemple, alors, typiquement, c'est
la femme qui exerce dans la boulangerie, madame qui fait les papiers, comme on dit entre guillemets, chez les artisans. Et on sait que leur rôle est majeur, hein, puisque souvent l'artisan, s'il se débrouille tout seul et qu'il n'a pas personne pour s'en occuper, c'est compliqué. Alors, le problème, c'est que s'il n'y a pas d'affiliation, s'il n'y a pas de déclaration, ça peut poser problème. C'est pas anodin. Ah non, c'est pas anodin, parce qu'effectivement, c'est du pénal. Hein, donc il y a obligation de déclaration, il y a reconstitution des droits. Et puis en cas de séparation... C'est ce que j'allais dire, en cas de divorce, qu'est-ce qui se passe? En cas de divorce, on fournit une arme redoutable à madame, dans mon cas d'espèce, je continue sur le schéma. Qu'on soit bien clair, hein, on peut faire le schéma inverse, hein, ça peut être madame entrepreneur et monsieur qui exerce, mais c'est moins les faits qu'on observe. Parce que, qu'est-ce qui va se passer très concrètement? On va avoir l'avocat de madame, dans mon exemple, qui, lorsqu'on va commencer à regarder la situation, va regarder. Et va dire, madame, vous étiez dans le commerce depuis, moi je travaillais depuis 5 ans. Bon. Et puis, mais vous aviez un statut? Écoutez, je pense que j'étais conjoint collaborateur. Souvent, les gens pensent que le fait d'être conjoint collaborateur, ça leur génère un statut sans cotiser. Vous voyez, c'est-à-dire, je suis inscrit. Hein, bon. L'avocat va vérifier, il va questionner l'expert comptable et on va se rendre compte qu'il n'y a pas de fiche de paie, il n'y a pas de déclaration de versement. Alors, à partir de ce moment-là, évidemment, vous avez donné toutes les armes à la partie adverse. Parce que qu'est-ce que fera l'avocat si c'est pas un manche? L'avocat ou l'avocate, il ira voir l'avocat de monsieur et lui dira, écoutez, il y a 2 options. Soit, je viens de constater, j'ouvre les guillemets, hein, je viens de constater que votre client ne remplissait pas ses obligations, c'est du pénal. Je suis avocat, je vais devoir évidemment apporter ça à connaissance des pouvoirs publics. Ma cliente sera obligée de le faire. Donc il y a 2 options, hein, pour être très clair. Soit vous écoutez, votre client écoute les revendications légitimes de ma cliente, je la fais court. Soit, donc en gros, le gars il lâche tout. Ou madame dans le cas inverse, bien sûr, soit, option 2, effectivement, on sera obligé d'intenter une procédure en la matière, parce qu'il y a un réel préjudice, objectivement, et donc vous comprenez que ça peut mal se finir. Donc quand on vous dit, écoutez, ça peut être de la prison, ça peut être une amende importante, et en plus des sommes à verser, dommages-intérêts, ça fait réfléchir. Donc plus on a envie de divorcer, plus il faut se vérifier que le conjoint est un statut. Bon, en même temps, on n'est pas obligé de divorcer, mais bon, mieux vaut prévenir que guérir, le message est passé. Je vous propose de nous intéresser au statut du conjoint, parce qu'en fonction de ce statut, les conséquences et les droits ne seront pas les mêmes. Alors, Bruno, le statut du conjoint qui participe à l'activité, encore une fois, quelles sont les possibilités qui s'offrent à ce conjoint? Quel statut peut-il choisir? Il y en a 3. Hein, donc, c'est soit conjoint associé, hein, donc il a effectivement des parts dans l'affaire. Donc là, on est évidemment dans le cadre d'une société. Et ce conjoint associé, selon sa position, relèvera soit du régime général des salariés, soit du régime d'indépendants. Dans l'immense majorité des cas, dans les faits, il relève du régime salarié. Soit il est salarié, ès-qualité. Un salarié pas tout à fait comme les autres, puisqu'il y a la question du chômage notamment, donc il faut vérifier, les confrères le savent bien, il faut vérifier que Pôle emploi l'accepte. La question est tout sauf accessoire, notamment liée au dispositif supplémentaire avec les montages d'épargne salariale, donc il faut que les experts comptables soient très prudents sur cette question. Donc c'est un salarié certifié en quelque sorte, et puis conjoint collaborateur. Donc là, il n'a pas de revenu, il n'a pas de salaire. C'est souvent d'ailleurs ce qui pose un petit souci pour les conjoints. On dit, mais moi, je n'ai pas de salaire, donc je dis de quoi, hein? Il a, par contre, ce conjoint, des droits à retraite et des droits à la prévoyance. Quelles sont les différences en matière de cotisation selon les situations? C'est ça, le choix est essentiellement... Voilà, le choix va se faire sur le niveau des cotisations. Alors, on va avoir, quand on est salarié, c'est les cotisations du salarié, classique. Quand on est indépendant, ça va dépendre de l'assiette. On revient sur la question qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a 3 assiettes différentes, avec ou sans partage. Le principe, c'est que là, ce conjoint, quand il est conjoint collaborateur, va relever du taux de cotisation de l'assuré. Je prends un exemple concret. Monsieur est commerçant. Monsieur a ses cotisations auprès maintenant du régime général, mais dans le cadre du régime des artisans commerçants. Le conjoint aura les mêmes taux de cotisation. Alors, on va dire jusqu'au plafond de sécurité sociale, c'est très proche, hein, jusqu'à 41 000 € après. Quand on est par contre au-delà du plafond, là les écarts sont plus sensibles, puisqu'en gros on a 3 fois moins de cotisation en tant qu'indépendant. Alors, vous me voyez venir avec mes gros sabots, l'expert comptable va forcément être consulté par le dirigeant. Sur quels arbitrages il va construire son analyse pour fournir le bon conseil? Alors, je dirais, juste en préambule, je pense qu'effectivement, le client peut le solliciter là-dessus. Je pense que l'expert comptable a un vrai rôle de veille active, hein, dans la mesure où
souvent, on n'y pense pas, quoi. Hein, les années coulent et l'expert comptable doit impérativement alerter, ne serait-ce que pour avoir un écrit, puisque les périodes et à cela, on a tous confiance, mais on écrit tout pour vérifier au cas où. Donc je pense que l'expert comptable a vraiment tout à fait intérêt, lors de l'entretien de bilan, de vérifier ça. Et donc, le travail va se faire en regardant le différentiel de revenus. Quand on passe partout, les écarts sont assez marginaux. Hein. C'est pas au niveau du différentiel de cotisation que c'est déterminant. En revanche, il faut regarder au niveau des prestations, parce qu'effectivement, ce niveau de prestation va se combiner avec la carrière qu'a eu le conjoint. Si le conjoint, par exemple, a été pendant 30 ans salarié et que derrière, il va se retrouver donc conjoint collaborateur et qu'on fait un partage de revenus, il ne faut pas que ce partage soit trop bas pour le conjoint collaborateur, de manière à ce qu'il valide ses 4 trimestres, par exemple. Hein. Donc voilà, il y a des points de contrôle, il y a des points de vérification. Il faut faire des simulations. Ah, il faut faire des simulations, bien sûr. Voilà. Mais quoi d'autre aussi ? Je pense qu'il faut faire à la fois des simulations, en même temps, il faut se poser des questions sur les régimes supplémentaires, et notamment sur l'épargne salariale. Parce que le paradoxe, c'est qu'on a une situation qui... vous savez que je suis ancien fonctionnaire, donc je regarde toujours ça avec amusement, mais l'administration en permanence essaie de corseter, et comme dans Jurassic Park, hein, la nature retrouve toujours son chemin. Le paradoxe, c'est le suivant. Quand je suis entrepreneur individuel, par exemple, ou quand je suis gérant majoritaire, mais je n'ai pas de salarié, en tant qu'entrepreneur, je n'ai pas accès à l'épargne salariale, qui, aujourd'hui, permet des optimisations entre... le PERECO, enfin le PE, le PERECO, tous les dispositifs possibles d'intéressement et de participation. L'abondement, les optimisations à 300%, enfin ça, les confrères le savent bien. En fait, quand on regarde de près, on est vraiment sur des optimisations tout à fait considérables en termes de montant. Et pour ça, il faut un salarié. Donc ça entre en ligne de compte dans le choix. Exactement. Évidemment. Et donc finalement, en étant salarié, le conjoint... En poussant vers le statut salarié pour les gens qui ne sont pas ça, qui ne le sont pas, qui n'ont pas d'autres salariés, finalement, ça incite, c'est pas de la fraude du tout, mais plutôt à de l'évasion en quelque sorte, hein, l'utilisation, l'optimisation au mieux des dispositifs, et où là, tout le monde paye moins de charges sociales. Alors, on le dit, on le répète, ce travail qui est réalisé par l'expert comptable, pour le compte de ce client, c'est une mission à part entière, et comme toute mission, elle donne lieu à un rapport. Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans ce rapport ? Et est-ce que l'expert comptable travaille seul sur des dossiers comme cela ? Alors, il y a un rapport où on va retrouver évidemment à la fois les préconisations pour dire, voilà, vous avez intérêt à être ceci ou cela, et on va trouver les différentiels une fois qu'on a fait les prélèvements sociaux et fiscaux, et puis à côté, bien sûr, l'impact sur les prestations. L'expert comptable, il y a un moment donné où il ne pourra pas travailler seul, notamment sur les régimes supplémentaires, hein, notamment les stratégies. Alors, la stratégie, évidemment, il est tout à fait capable de le faire, mais il y a un moment donné où il faut que l'assureur, que ce soit une mutuelle, un institut de prévoyance ou un assureur au sens classique du terme, a tout son rôle. Mais sur ces sujets, comme sur les sujets de retraite, comme sur les sujets de statut, il y a un enjeu stratégique majeur, c'est l'expert comptable, c'est lui qui pilote cette affaire de manière à être en fait l'homme clé ou la femme clé de l'interprofessionnalité. C'est lui qui doit diriger la manœuvre. Alors, on va essayer de se résumer, si vous le voulez bien, c'est la séquence en bref. Au fond, on va revenir à la question et à la remarque que je faisais au tout début. On disait, pour ce qui concerne le statut du conjoint, il est urgent de ne pas attendre. C'est ça, au fond, qu'il faut retenir ? Clairement, il faut être proactif, impérativement. Les enjeux sont de taille. Tout à fait. Notamment pour éviter quand même aussi, quelquefois, des redressements. Exactement. Redressement, mise en responsabilité. Donc, il est mieux de prévenir que de guérir en la matière. Merci 1000 fois, Bruno, d'avoir passé ce moment avec nous. Comme à chaque fois, le propos est précis, concis et construit. On aura certainement l'occasion de se revoir pour évoquer, cette fois, le statut du dirigeant. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission en replay, vous pouvez en user et même en abuser. D'ici là, que la journée vous soit douce.